Un plaisir de vous retrouver. Bonjour à tous. Voici les titres de ce journal. À la une de l'actualité, Koveji dans la commune de Savalou est devenue une terre de prédilection pour le maraîchage. Grâce au programme national de développement agricole et à la volonté des producteurs, de nouvelles histoires s'écrivent. Récit d'un parcours inspirant dans ce journal. Le nouveau code de déontologie et d'éthique dans les médias est édité. Le secrétaire général de la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication a reçu 200 exemplaires des mains du président de l'Observatoire de la déontologie et de l'éthique dans les médias. À suivre la cérémonie. Et puis en sport, le handball béninois se professionnalise. 40 entraîneurs ont bénéficié d'une formation de haut niveau avec à la clé la licence D de la Fédération internationale de handball. Un atout de plus pour l'encadrement technique des joueurs. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 13h. Un point pour démarrer, la direction du palais de la Marina. Lors de sa rencontre avec les jeunes, le chef de l'État a évoqué la loi sur l'embauche. Après quelques heures d'échange avec Patrice Talon, la jeunesse est désormais éclairée sur l'accès à l'emploi au Bénin. Voici un extrait des propos du chef de l'État avec Jérôme Mumbo et Mohamed Bio. C'est dans cela que je voudrais vous rassurer de ce que la loi, pour conclure, il y a des aspects qui ne sont pas encore suffisamment incitatifs pour l'investissement, au contraire, il faut rajouter ça. Donc je vous demande de réfléchir pour voir qu'est-ce qu'il faut rajouter à la loi pour que ce soit encore plus incitatif pour l'investissement. On veut que les Béninois ne quittent pas ici pour aller investir ailleurs. Regardez ce qu'il faut enlever encore pour favoriser l'investissement. Ne regardez pas ce qu'il faut rajouter pour contraindre l'investisseur. Pour que l'investisseur se dise est-ce qu'on ne se sépare facilement d'un employé, d'un collaborateur qui est bon? Jamais. Quelqu'un dit jamais. Vous avez entendu? L'entrepreneur, l'investisseur ne se sépare jamais de son employé qui est bon. Même s'il est capricieux, l'employeur fait tout pour le satisfaire. Et ça, c'est une donne importante. Les entreprises, les fermes, les PME, l'atelier, celui qui a son salon de coiffure, s'il y a une coiffeuse qui est là, elle a la dextérité, tout le monde vient et on veut que ce soit elle qui coiffe. Cet employé-là, la patronne fera tout pour la garder, même si elle est capricieuse. Même si des fois elle vient en retard, elle va faire comme si elle n'a pas vu. Oui. Ce qui sécurise l'emploi, c'est la qualité de l'employé. Ce n'est pas les tests pour le protéger, c'est la qualité. Et ce qui fait le développement, c'est la qualité des prestations. Pour se développer, que chacun soit bon, il sécurise sa place. Celui qui n'est pas bon, c'est lui, on ne se sépare facilement de lui. Notre souveraineté, notre développement passe par le sérieux, la rigueur, l'investissement et des lois qui favorisent tout ça. Et que si chacun veut lire avec attention ces lois-là, veut faire des critiques sur ces lois, veut faire des propositions d'amélioration, il faut qu'on ait ça à l'esprit. C'est ça qui doit nous guider pour faire les commentaires sur la dynamique, la stratégie, les lois que nous prenons. Parce qu'on a un objectif, on veut que le Bénin se développe. Si c'est ça le vecteur, le fil conducteur de nos stratégies, de nos lois, de nos réflexions, nous allons avoir les tests qu'il faut, nous allons faire les choix qu'il faut pour que le Bénin, dans 5, 10, 15, 20 ans, soit un pays développé et c'est à notre portée. Après l'accès à l'emploi, le président de la République est revenu sur la politique de l'emploi avec cette question. Être dans le plein emploi est-il primordial pour le développement? Suivons les réponses du chef de l'État. Le principe de fonctionnement des communautés, de fonctionnement de l'activité économique commerciale, si vous prenez des lois pour privilégier, là on parle cash, on se parle cash.
Si vous prenez des lois qui manifestement sont destinées essentiellement à protéger l'employé, personne ne viendra investir chez vous. Mais la vie est comme ça, on n'y peut rien. Et c'est la tendance des investisseurs. Si vous êtes syndicaliste, vous défendez l'emploi, le jour où vous allez créer votre entreprise, vous n'aurez plus du tout la même pensée que le syndicaliste. Or, qu'est-ce qu'on veut au Bénin? Moi, je veux qu'il y ait des milliers d'entreprises. Je veux qu'il y ait des milliers d'artisans. Je veux qu'il y ait des milliers de fermes. Je veux qu'il y ait des milliers d'élevages. Si ces entreprises, ces fermes sont au Bénin, ils vont plein des Béninois. Donc, qu'ils soient au Bénin, pour moi, est déjà suffisamment satisfaisant. Comment on fait pour que les gens viennent investir? Pour que les jeunes, les autres investissent? Pour que les conditions leur donnent la totale liberté d'investir? Si l'entreprise est créée, si ce n'est pas Bio qui travaille, ce sera Jacques, ce sera Pierre, ce sera Kodjo. Quelqu'un travaillera dedans. Je veux que globalement, il y ait des millions d'emplois au Bénin. Alors vous me direz que oui, mais si on continue comme ça, les investisseurs vont utiliser les gens à leur payer rien du tout. De sorte que tout le monde sera des pauvres employés. C'est ça la question que ça appelle. C'est bon qu'il y ait des emplois, mais est-ce qu'il faut que des emplois où tout le monde soit dans la misère? Pour que les employés n'aient rien du tout. Ça, c'est pas bon. Quand il y a l'emploi, qu'est-ce qui permet également à l'entreprise de traverser le temps? Si les employés ne sont pas satisfaits, s'ils ne sont pas contents, ils ne resteront pas. Si vous maltraitez votre chauffeur, si vous maltraitez votre nounou, si vous le payez mal, vous ne le pas bien, si dans le pays, nous sommes dans un environnement dynamique où il y a des emplois partout, les gens cherchent des chauffeurs partout, cherchent de nous partout, elle partira, votre chauffeur partira également. Donc quand on crée l'environnement qu'il faut, cet environnement oblige même les uns les autres à être performants en termes de conditions de travail. Donc, ce qui permet de résoudre le problème de la durabilité, du confort de travail, c'est encore si l'environnement est suffisamment dynamique et a créé beaucoup d'emplois. Plus il y a d'emplois, plus il y a une compétition entre les employeurs. Est-ce que vous comprenez ça? Plus il y a d'offres d'emploi, plus on fait la cour aux gens pour venir travailler. Quand il n'y a pas assez d'emplois, la loi peut être faite n'importe comment, l'employé sera maltraité. Donc, en définitive, la seule solution qui permet de régler la vie de l'entreprise, la durabilité, son parcours dans le temps et en même temps le confort des travailleurs, c'est qu'il y ait un grand nombre d'offres d'emploi, de sorte que le nombre d'emplois, de demandeurs d'emploi soit même inférieur ou à peu près équilibré avec le nombre d'offres d'emploi. Toutes les lois, toute notre stratégie doit être dans ce sens-là. Faire tout ce qu'il faut pour qu'il y ait des milliers d'offres d'emploi, d'entreprises sur le territoire. Ça suffit. Le reste là, on n'a même plus besoin de légiférer. Regardez aux États-Unis. Ils sont dans le plein emploi. Les États-Unis, c'est le pays où il y a le moins de lois qui protègent l'emploi. Ils sont dans le plein emploi. Le taux de chômage est très faible. Tout le monde part de partout pour aller travailler là-bas. C'est pour ça que j'ai dit un mot que j'assume. Je dis, je préfère déréguler l'emploi pour créer des emplois que de réguler l'emploi pour n'en créer point. Les textes ne nous serviront à rien s'ils sont beaux, extraordinaires, protègent socialement les gens, mais en face, il y a zéro offre d'emploi. Moi, j'ai à cœur de faire travailler les jeunes. J'ai à cœur de créer un environnement dans lequel il y a de l'emploi pour les uns et les autres. La reconversion des conducteurs de taxi-moto a également nourri les discussions lors de cette rencontre. Doivent-ils tous songer à changer de métier? La réponse du président Patrice Talon est sans appel. Il faut éviter de stigmatiser les conducteurs de taxi-moto. On écoute le chef de l'État. La reconversion des jeunes, des conducteurs de taxi-moto
aux travaux champêtres à la terre. Moi, je ne suis pas favorable à ça. Vous savez que je suis direct. On ne force pas la reconversion d'un acteur économique à une autre activité économique. C'est des histoires. Ça, c'est du populisme. Quand on lance une campagne à coup de campagne médiatique, à coup de publicité, reconversion des gens, qui aime qu'on le reconvertisse si ce n'est pas son choix? Le travail agricole doit être promu pour être attrayant. Il faut aider le monde agricole à rendre moins difficile, moins pénible l'agriculture et la rendre productrice de richesse. Il faut que l'agriculture fabrique de l'argent, fabrique de la richesse et soit pas trop pénible. Si on travaille à rendre l'agriculture moins pénible et capable de nourrir son homme, il y a des gens qui sont fonctionnaires d'État, qui sont médecins, qui peuvent devenir agriculteurs. Des gens qui sont ingénieurs en numérique, qui peuvent devenir agriculteurs, comme des étudiants qui peuvent devenir agriculteurs. Pourquoi devons-nous nous dire qu'il faut que tous les étudiants aillent à la terre? Pourquoi? Conduire un taxi moto, 2 roues, 3 roues ou une voiture est un métier. C'est un métier. C'est un besoin au Bénin aujourd'hui. La mobilité de nos concitoyens pour des courses de proximité, c'est un métier. Il faut peut-être que ce métier fasse gagner plus d'argent, soit un métier plus sûr, soit un métier plus organisé, pour que ceux qui décident de vivre de ce métier vivent de cela en toute sécurité et en gagnant de l'argent, satisfait leurs besoins. Et ceux qui d'entre eux voudraient aller à la terre puissent y aller parce qu'il y a un modèle, un mécanisme, une politique qui permet de rendre la terre attrayante à nouveau. Et c'est pour ça que nous avons mis en place ce vaste programme de mécanisation. J'avais espéré qu'avant 2025, plus de 50% des terres agricoles au Bénin seraient travaillées à la machine. On n'y est pas encore. Pourtant, c'est pas combien de milliards nous mettons chaque année en place en termes de subventions des machines agricoles. Tous les ans, c'est une vingtaine de milliards que nous mettons pour subventionner, pour vendre les machines agricoles à moitié prix, à tiers prix. Faisons des encadrements. Nous allons démarrer dans quelques mois, ça y est, la structure est en cours et en train de faire les diligences. Nous allons démarrer la mise en place de semences hybrides améliorées pour augmenter les rendements, aussi bien du maïs, du soja, de la culture maraîchère et consorts, pour doubler, tripler le rendement agricole. Ce qui fera que les acteurs pourront gagner plus d'argent et autres. Donc nous avons une grosse politique que nous sommes en train de mettre en place. C'est pas évident, c'est pas facile, c'est pas trop rapide effectivement aussi, mais nous avons cette ambition de faire de l'agriculture un secteur qui produit de la richesse et qui aussi pourrait être moins pénible pour que ceux qui veulent le faire et qui vont voir l'intérêt puissent y aller librement et non que ce soit la face l'objet d'une politique de reconversion de médecins en agriculteurs, des enseignants en agriculteurs ou des étudiants en agriculteurs. Moi, je ne stigmatise pas les étudiants pour dire qu'ils doivent arrêter et aller à la terre. Non. Je vous le disais en titre, dans la commune de Savalou, précisément à Kovédi, des producteurs font de la terre leur passion. Grâce aux appuis du Programme national de développement agricole coordonné par l'ATDA Vallée du Niger, le maraîchage prend un nouveau souffle et devient un moteur de développement local. Dans ce reportage, Rebecca Kenjaoundé et Simon Villon sont allés à la rencontre de Ahoma Sodegla, un homme qui vit pour le maraîchage. Suivez. Kovédi, dans l'arrondissement d'Ataké, commune de Savalou, la terre n'est pas qu'un héritage, c'est une promesse. Une promesse que cultive chaque jour Ahoma Sodegla, producteur maraîcher engagé. Sur une superficie de 4 hectares, il fait pousser une diversité impressionnante de légumes. Carottes, et laitue, salade. Oblo chou et concombre et betterave boma derrière cette productivité se cache aussi un accompagnement structurant. Grâce au Programme national de développement agricole volet maraîchage coordonné par l'ATDA 1, Ahomanso et bien d'autres paysans ont pu renforcer leurs capacités, moderniser leurs pratiques culturelles et améliorer
le rendement. Par exemple, des bas sur le donc en formation, des minablo nous l'en a gros, à te dire non c'est mais deux filles ben noir mon ami. Il est né dans ami faut ayo, mia et va moro. Le si te dio mi kundu sinyo bon mi le vosa ni yo. Pas d'accord, des pas d'accord ya, c'est mais deux filles bon mi quand on boit blo projet on mi a blo ma sans le gomme. Pas d'accord fi boit y gbeni mi. Va blo clôture ni mi. Clôture de va so et blo kami ka wa wedo 100 mètres mon clôture un état en après et blé ne a yudo no kunja teme e mi kana do pe ne e no no suku pe wu no blo bi ni me pe de wa te dia fun je no yo mi blo don mi no na mi même so wo wa yo e wa na mi no kunja de le ma lopa de le. Ces appuis s'inscrivent dans une stratégie nationale bien pensée. De la production à la transformation, toute la chaîne de valeur est concernée. On a constaté qu'il y a l'amélioration des résultats. Les producteurs même ont apprécié les appuis que nous leur apportons. On les aide à rechercher des semences améliorées. On les aide aussi à rechercher des marchés pour la vente de leurs produits. Et nous, transformateurs, sous l'égide de l'ATDA1, nous avons réussi à nous structurer à travers des coopératives communales. Et après les coopératives communales, toujours sous l'égide de l'ATDA1, nous avons eu à bénéficier de l'appui de certains partenaires, tels que le programme PADBA et d'autres projets internationaux qui nous ont accompagnés. Ici, chaque rangée cultivée est un pas vers l'autonomie alimentaire, l'emploi rural et la valorisation du métier de maraîcher. Et comme à Romanso-Degla, ils sont de plus en plus nombreux à prouver que le maraîchage, bien encadré, est un véritable levier de développement local. La presse au Bénin a un nouveau code de déontologie et d'éthique dans les médias. Le président de l'Observatoire de la déontologie et de l'éthique dans les médias vient de remettre 200 exemplaires au secrétaire général de la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication. Jacob Toshoedo et Patrick Diossou ont assisté à la remise. Je reçois cette publication au nom du président. Le secrétaire général de la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication, HAC, reçoit ainsi symboliquement un exemplaire de ce bréviaire des médias du Bénin, auparavant nommé CDPB, Code de déontologie de la presse béninoise, dorénavant baptisé CDEM, Code de déontologie et d'éthique des médias. Il est ici remis officiellement par l'ODEM, Observatoire de la déontologie et de l'éthique dans les médias. Et ce code qui a été révisé avec le concours de tous les acteurs donc, de la profession. En première main, nous avons donc transmis ce code à l'institution pour leur permettre donc d'avoir l'outil le plus actualisé qui va veiller au grain, surtout au respect de la déontologie de notre profession. Entre la HAC et l'ODEM, il doit y avoir une bonne collaboration pour que la liberté de la presse soit une réalité avec surtout le respect et la responsabilité liées à la profession. Le CDPB avait 26 articles, dont 20 devoirs et 6 droits. Le CDM a 33 articles, dont 25 devoirs et 8 droits. C'est un outil de travail pour l'ODEM, mais également pour la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication, que la Constitution charge de veiller au respect de la déontologie aussi. Je voudrais saluer particulièrement la qualité éditoriale, parce que c'est un document de poche, c'est assez petit, mais quand je l'ai parcouru, l'écriture est assez lisible. C'est assez clair, assez propre. L'Observatoire a toujours développé une certaine expertise en matière de publication. Je crois que vous êtes resté sur le droit chemin. Et cela me fait particulièrement plaisir aussi que, comme vous, j'ai pris par là. 200 exemplaires remis à la HAC. Un préambule en introduction. Un glossaire comme explication de test. Un corps des devoirs et des droits. Des directives en conclusion. C'est l'ossature du CDM, dont 200 exemplaires sont remis à la HAC, avec une clé USB contenant la traduction en 7 langues parlées au Bénin.
Au sport à Dédokpo, le basketball s'est transformé en une véritable école de vie. Ceci à travers le camp Renaissance 2025. Le club Renaissance Basketball Club a réuni pendant plus d'une semaine une centaine de jeunes autour du sport, de l'éducation et du développement personnel. Blaise Adampo revient ici sur l'initiative. Du 21 au 26 juillet dernier, le centre sportif Soweto a accueilli une semaine de formation intensive. Le camp Renaissance BBC a rassemblé environ 120 jeunes encadrés par une vingtaine de coachs. Lancé par Renaissance Basketball Club, ce camp mêle basketball club, éducation et développement personnel. L'objectif premier, c'est de m'éveiller les enfants, de les épanouir durant une semaine de vacances. Sous la direction technique de Pierre Tonon, les matinées étaient consacrées aux fondamentaux. Passe, dribble, tir. L'après-midi, place aux ateliers collectifs et tactiques. Un programme rythmé, exigeant, mais motivant. Lorsqu'on voit les enfants jouer, il y a encore quelques problèmes dans les échanges, les timings dans les échanges. Quand est-ce que je peux donner la passe? Au-delà de la technique, l'accent a été mis sur les valeurs humaines. Leadership, discipline, respect et gestion des émotions ont enrichi l'apprentissage. Le camp a refermé ses portes dans une ambiance chargée d'émotions. Matchs, remise de diplômes et témoignages ont ponctué cette dernière journée. J'ai appris plusieurs basiques que je savais déjà mais que je ne maîtrisais pas assez. J'ai retenu assez de choses, comme comment faire des passes, comment faire des arrêts simultanés comme alternative. Les trucs, c'était pas si fort que ça. Et maintenant, on a aussi appris à mieux faire mon dernier tapis. Aussi pour les doubles semaines, avec les arrêts simultanés, surtout les arrêts simultanés. La dynamique se poursuit jusqu'au 16 août. Le club organise le tournoi vacances Renaissance BBC. Un rendez-vous ouvert aux équipes de jeunes et seniors amateurs sur les terrains d'énergie BBC et du centre Soweto. Pendant ce temps, le handball béninois amorce un virage professionnel à l'initiative du ministère des Sports en collaboration avec la Fédération béninoise de handball. Ils sont une quarantaine d'entraîneurs à bénéficier d'une formation de haut niveau avec à la clé la licence D de la Fédération internationale de handball, une étape importante pour l'encadrement technique. Les précisions avec Bernol Djobé et Blaise Adam. Le sport de haut niveau ne s'improvise pas. Et pour accompagner l'ambition du Bénin dans le handball, le ministère des Sports renforce les bases. À travers des modules ciblés, les participants ont revisité les fondamentaux de la discipline, techniques de jeu, pédagogie d'entraînement et surtout règles actualisées du handball moderne. Une immersion complète mêlant théorie et pratique pour une montée en compétences essentielles. Nous avions appris beaucoup de choses. Elle a dépoussiéré beaucoup de choses dans nos têtes. Et c'est l'occasion pour nous de dire, lorsque nous allons retourner à nos lieux de travail, nous allons essayer de mettre en application tout ce que nous avons appris pour le bonheur des enfants. Toutes les organisations qui sont avec nous, qui veulent accompagner et soutenir le handball sur le continent, exigent qu'il y ait le ministère. Vous avez la chance d'avoir l'engagement du ministère qui est là. Au terme de la formation de 10 jours, les stagiaires repartent avec la licence D IHF délivrée sous l'égide de la Fédération internationale de handball. Qui a eu le diplôme, qui n'a pas eu le diplôme, le plus important pour nous, c'est que nous avons 42 belles personnes, 4 belles dames que nous allons envoyer sur le terrain. Nous allons dormir sur nos lauriers parce que nous savons que nous avons de la matière pour former une nouvelle génération. Un diplôme certes, mais c'est surtout une invitation à poursuivre l'exigence, à affiner leur expertise et à se projeter dans une dynamique de professionnalisation durable. Il le veut que les connaissances acquises ici soient immédiatement mises au service de vos structures respectives et surtout qu'elles se traduisent par une amélioration qualitative du handball dans nos quartiers, nos écoles et nos clubs.
Derrière cette performance collective, il y a un encadrement structuré. Et derrière cet encadrement, la volonté affichée d'inscrire le handball béninois dans une nouvelle ère, celle de la rigueur, de la méthode et de la vision à long terme. Et pour finir, voici pour vous le calendrier des marchés qui s'anime ce samedi. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain à 13h avec plaisir.